Ça y est, nous sommes en direct, c'est le Frantuguais Mag numéro 29. Nous sommes en direct, une fois de plus, voilà, nous sommes installés, nous sommes dans maintenant ce qui devient assez régulier, les studios du Frantuguais Mag. C'est à Paris, et puis de plus en plus, j'ai le plaisir de recevoir des invités, vous allez les découvrir avec moi au fur et à mesure. On vous laisse arriver tranquillement, tout doucement, on est vendredi, sexta-feira, sue a semana inteira. Tu connais cette chanson, Edouard? J'ai déjà dit le prénom d'un des invités. Ça y est, vous êtes 10 en direct avec nous. Oh là. Donc comme d'habitude, première chose à dire, c'est est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien pour l'instant? Et est-ce que surtout vous nous voyez bien? Alors, on a déjà Adília Ribeiro. Hola Adília, tudo bem? Adília qui nous dit bonjour, donc j'imagine que elle nous entend bien et elle nous voit bien. Il y a aussi Marie-Jo Vicente qui est arrivée. Bonjour JC, oui JC. De plus en plus maintenant les gens ils m'appellent JC grâce aux chroniques de JC. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, on est déjà 31 personnes en direct. Il y a Adília Ribeiro qui dit oui, elle entend très bien. Il y a aussi Sofia Vartar. Hola Sofia, tudo bem? N'hésitez pas à nous dire de quelle région vous êtes, où est-ce que vous êtes, et si vous êtes en pause déjeuner ou si vous êtes à la maison, si c'est déjà le week-end pour vous. Moi, c'est pas encore le week-end et pour mes invités non plus, ils viennent d'arriver ce matin pour participer à l'émission. Et puis du coup ils vont encore au moins travailler, mais bon, c'est du plaisir. Hola, tudo bem? Sim, tudo bem. Ah, déjà vous savez que mon invité de droite, elle parle portugais. Et mon invité de gauche, hola, tudo bem? Oui. Il parle français. Aujourd'hui, ça va vraiment être une émission frantugaise. Ça y est, vous êtes 45 en direct. Hola Francine, tudo bem? Sofia, Miguel Freira. Hola, bom dia, é sexta-feira. Bon, apparemment, le son et l'image, c'est parfait. Isabelle, pode chegar-te um bocadinho mais atrás de mim. Obrigado. Ah, voilà, comme ça, on te voit très très bien. En fait, ouais, je crois que je vais bientôt devoir prendre des studios plus grands. Et Edouard, j'ai t'invité aussi à passer un tout petit peu plus derrière moi. Voilà, comme ça. Ah, voilà. Là, on voit très très bien. On a un super cadre. Oh là, on a Solange avec nous. Hola. Déjà, n'hésitez pas aussi à me dire, pour ceux et celles qui nous rejoignent, est-ce que vous avez vu la chronique de JC d'hier? Puisque justement, maintenant, tout le monde m'appelle JC. Bon, voilà. J'espère que celle d'hier, de jeudi, vous a plu. Elle en est déjà, je crois, à 20 000 vues. Et c'était un sujet que je voulais faire depuis longtemps. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur la saudade qui avait assez bien marché et qui continue à très bien marcher en collaboration avec Monica Cunha, qui m'avait fait le plaisir de mettre sa voix de chanteuse de fado sur la vidéo. Et la vidéo en est à 2 millions de vues en 2 ans, c'est pas mal. Et du coup, par rapport à la saudade, j'ai voulu faire le médicament de la saudade, le remède, matar saudades. Moi, j'adore cette expression, matar saudades. Et du coup, c'est la première fois que j'ai traité ce sujet de c'est quoi vraiment matar saudades. Et elle est en train de rencontrer un beau succès pour ceux et celles qui ont TikTok. Et elle est uniquement la vidéo présente sur TikTok. J'ai fait une version en portugais. La version en portugais de Matar Saudades, elle est sur TikTok et uniquement sur TikTok. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la découvrir également. Paola, oui, tu l'as vu. J'espère que ça t'a plu. Marie, bonjour José, bonne journée. Hola, toda gente. En tout cas, ça y est, merci. Vous êtes déjà 62 à être en direct avec nous. Ça monte. Allez, est-ce qu'on va battre le record aujourd'hui? Allez, n'hésitez pas à partager sur vos comptes, sur vos pages. Aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 10 février. C'est l'épisode numéro 29 du Frantuguais Mag. Déjà 29 épisodes avec celui d'aujourd'hui. J'en profite aussi pour rappeler que grâce à vous, grâce à votre fidélité et vos commentaires, vos partages, l'émission d'il y a 15 jours avec Odette Fernandes, qui était donc venue ici dans les studios, a dépassé les 16 000 vues. C'est juste énorme, c'est génial, merci. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux, de partager sur vos comptes, de l'envoyer à vos amis, et merci. Obrigado. Merci, obrigado. Pedro, bom dia. Rocha Eusébio David, boa tarde. Forte abraço, José Cruz, aqui do Luxembourg. Il y a de plus en plus de personnes qui nous regardent dans le monde entier. Là, maintenant, on a Canada, souvent, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, bref, partout, il y a des Portugais. Et tu pourras en parler, mais je crois qu'on est à peu près partout.
À peu près partout, oui, je pense. Là, au moins, dans tous les endroits que je visite, oui, je trouve des Portugais. Alors justement, deuxième indice, mon invitée de droite, non seulement elle parle portugais, mas fala muito bem português, porque é portuguesa mesmo, nasceu em Portugal e veio para a França. On va raconter un peu l'histoire après, mas tu chegaste há pouco aqui em França, só há alguns anitos atrás. Sim, eu cheguei em 2015, portanto há 7 anos atrás, e eu vivi a minha vida toda em Portugal e fiz os meus estudos em Portugal, portanto o português é realmente a minha língua materna. Vou-me desenrascando no francês. Vim um bocadinho à descoberta, sem grandes planos, e depois acabei por começar com um estágio com a Eva Jospin, uma escultora francesa que estava a fazer uma obra monumental no Louvre, chamada Panorama, uma das pequeninas abelhas a trabalhar para ela, para fazer suas grandes florestas em cartão, e daí depois a coisa desenvolveu-se para os meus próprios projetos artísticos. Alors l'émission va être en français et en portugais. À chaque fois on fera des traductions quand c'est en portugais, mais vous inquiétez pas, vamos sempre desarrascando-nos. Elle s'appelle Ana Isabel Freitas, mais on va appeler Ana Isabel Freitas Isabel. Voilà. C'est le nom qu'utilisait pour certains qui me suivent et qui connaissent aussi. Moi aussi, j'ai 2 prénoms, Nuno José. Mais bon, c'est José, c'est le prénom que j'ai retenu pour la scène. Ok, attends, vamos descobrir isso tudo. C'était le deuxième indice. Non seulement elle parle portugais, mais elle vient de là-bas. Ça va être génial, vous allez voir. Et Édouard, lui, il vient de... Talence. Talence, Bordeaux, c'est ça. Tout à fait. Là où je vais jouer le 10 juin. Exactement. Tu veux dire que le 10 juin, je vais jouer dans ton théâtre et on va fêter en mode frantuguais o Dia de Portugal. Exactement. Voilà. À chaque fois, il dit exactement et quando vamos falar em português. Exactement. Tout à fait. Édouard, lui, il vient de Talence. Il est français aujourd'hui. Ça va vraiment être une émission complètement frantugaise. Une portugaise née là-bas et qui nous a rejoint en France il y a quelques années. Elle va nous raconter pourquoi et comment. Et qui, en plus, je rajoute un indice supplémentaire, porte haut les couleurs du Portugal à présent dans le monde, puisque vous verrez que par rapport à son travail, c'est une grande artiste. Et puis Édouard, non seulement il va m'accueillir, mais en fait Édouard, pour la petite histoire, c'était aussi un Parisien. Je le connais depuis... On a fait le compte tout à l'heure. J'avais pas encore de cheveux blancs. Et en fait, Édouard m'a vu démarrer dans l'humour. C'était en 2010 avec mon premier spectacle Hola. Il travaillait au théâtre Darius Milhaud à côté de Porte de la Villette à Paris. Et il a fait ma régie. Oui, c'est vrai. On a démarré ensemble dans le théâtre, voilà. Bon, maintenant je suis sur Bordeaux, mais on s'est rencontrés à Paris, on a démarré, et voilà. Bordeaux, où il y a une très grande communauté portugaise, justement. Oui, très grande, très importante, notamment à Bègle, juste à côté, là où il y avait le café-théâtre où tu avais joué, et maintenant à Talence aussi. Voilà. Justement, s'il y a des gens de Bordeaux, de Talence, de toutes ces régions-là, n'hésitez pas à nous le dire, je sais qu'il y en a régulièrement, puisque voilà, une chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que en plus Bordeaux, je sais pas si tu le sais peut-être, Bordeaux est une ville qui est très liée au Portugal, déjà avec l'histoire du consul Aristide Mendes Souza. Voilà. Et aussi parce que c'était sur la route de la pêche à la morue. Tout à fait. Bègle était un port de pêche à morue parce que Bègle avait plein de rivières d'affluents pour les sécheries de morue. D'ailleurs, il en reste encore une, mais ça fait, je crois, j'avais regardé ça, c'est dans les années 1830. Il y avait Bègle était rempli de sécheries de morue et beaucoup de Portugais à ce moment-là ont aidé à développer la ville. Et du coup, c'est là où la morue, à proprement parler, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus sur une des chroniques de JC, la morue correspond ao nosso bacalhau. Et du coup, où fait-on une fête du bacalhau? Non seulement au Portugal, mais il y a une fête de la morue, où ça? À Bègle, voilà. Comme quoi, o bacalhau international. Bon voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à être avec nous, n'hésitez pas à partager. On fait un petit coucou encore à JPN da Silva. Bruxelles, c'est ça? Ou Bordeaux? Tu es de Bordeaux? Ah, Correia. Guesh Miguel Suzette. Olá, toda a gente. Voilà, n'hésitez pas, continuez à partager. Et puis donc voilà, je vous présente donc Édouard à ma gauche qui dirige aujourd'hui le théâtre de l'ATN à Talence où je serai le 10 juin. Bègle, toute cette région où il y a une grosse communauté portugaise et il y a des associations
Oui. Et il y a donc cette fameuse fête de la morue, dont j'ai fait une vidéo il y a 15 jours, pour expliquer la différence avec bacalhau, morue et cabillaud. J'avais fait tout ça. Et donc, il y a Anne-Isabelle... Ah mince, j'ai un petit trou. Mes notes, vite, Freitas, c'est le direct. Isabelle, qui a rejoint la France et qui donc est une artiste. Et on s'était rencontrés il y a quelques temps. J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le Frantuguais Mag parce que il y a quelques temps, tu as remporté un prix, un grand prix, un beau prix à Édimbourg avec justement qui est venu récompenser ton travail, un documentaire. Oui, donc c'est très très récent. Même moi, je viens d'arriver en France après le voyage, parce que c'était ce week-end. Ce prix, il est lié bien sûr au documentaire Lá Embaixo que j'ai réalisé. Alors voilà, le titre du documentaire c'est Lá Embaixo. Oui, en portugais, mais il a aussi les titres en français et en anglais parce qu'il a déjà pas mal voyagé. Oui, c'est ça. Donc le titre original portugais c'est Lá Embaixo et ça vient du fait que pendant l'année 2019, quand j'ai rencontré des groupes folkloriques que j'ai filmés pendant toute l'année, je me suis rendu compte qu'il y avait cette expression pour parler de Portugal qui était très proche. Donc tout le monde disait quando eu vou lá embaixo, quand je vais là-bas. Et pour moi, lá embaixo, c'est une expression que j'utilisais pour aller dans la petite place dans ma rue. Il y a une proximité très grande dans cette expression qui montre que même si dans un autre pays, à des centaines et centaines de kilomètres, les gens, ils sentent cette proximité avec le Portugal, c'est juste là-bas. Dans Lá Embaixo, c'est ça, c'est cette référence quelque part au voyage. Quand est-ce qu'on mes parents ils disent aussi quando vamos descer para Portugal, descer. Descer, ça veut dire donc descendre. Puisqu'en fait, oui, on va du nord vers le sud. C'est comme si on descendait d'un étage ou deux. Et du coup, voilà, on a découvert un peu pourquoi j'avais envie de t'inviter. Comment ça s'est passé je pense que déjà c'est à voir avec ton arrivée en France, mais moi j'ai bouquiné un peu, mais est-ce que tu peux nous raconter, avant d'en arriver vraiment du commentaire, comment tu es parti du Portugal et arrivé en France en 2015, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc j'ai un peu suivi mon copain à l'époque, mon mari maintenant, qui avait eu une bourse de doctorat pour rester en France. Donc c'est un contrat un peu long, 4 ans. Et moi j'avais vraiment juste fini mon master de cinéma à Lisbonne. Je travaillais dans une productrice de cinéma appelée Ocupar Films à Lisbonne aussi, mais j'avais pas vraiment des idées très fixes dans le futur. Et à l'époque, on sortait un peu d'une crise avec la culture et tout ça à Portugal. Donc Paris, ça allait l'air très bien, une aventure. Et je suis arrivée, ma première maison, c'était la maison de Portugal à la Cité internationale universitaire de Paris. On salue Anna. Oui, exactement. Salut Anna Paixão. Hola, Anna Paixão, qui nous a accueillis plein de fois déjà pour le Frantuguais Mag. Oui, et qui m'a beaucoup aidée parce que même si j'étais résidente, elle m'a donné un espace beaucoup plus grand que ma chambre pour mes peintures, donc où je pouvais peindre. Et oui, donc tu es réalisatrice, peintre, oui. Artiste, plasticienne. Oui, c'est ça. Donc à la base, ma licence, elle était en beaux-arts peinture par l'université de Porto. Après, j'ai décidé... És do Norte? Eu sou do Norte. Eu tenho bastante mais a norte do que o Porto. Sou de Vila Real. Oh, Vila-Real. São Martinho de Anta. Oh, je pense qu'on va avoir du monde de Vila-Real, d'esta zone. Oui, je viens vraiment du Nord. Et donc c'est ça. En arrivant à la CTU, j'avais un atelier pour faire mes peintures. La CTU aussi, elle donne un peu, elle aide un peu les projets des résidents. Donc j'ai fait des petits documentaires ici et là sur les droits de la femme à l'international, vu que j'étais entourée de jeunes femmes de partout dans le monde. J'ai fait beaucoup de petits projets qui m'ont un peu lancé Moi, c'est une des choses qui font que j'adore cet endroit, la cité universitaire. On le dira jamais assez, mais la cité universitaire internationale de Paris, c'est un lieu magique. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de gens qui sont à l'étranger ou qui sont en province. C'est
je crois que ça a été créé, si je me souviens bien, en 1900 et quelques, fin 1800 et quelques. Et l'idée, c'était de réunir dans un espace, corrigez-moi pour la date si vous avez des infos en direct, des étudiants du monde entier. Chaque pays, de nombreux pays du monde entier ont créé leur maison. C'est pour ça que ça s'appelle notamment la Maison du Portugal. Et du coup, dans cet espace, qui est assez grand, on accueille et se rencontre des gens, des étudiants du monde entier, des 4 coins du monde. Et ils collaborent, ils travaillent ensemble, il y a plein de projets artistiques, parce qu'il y a aussi 3 théâtres sur place. Il y a des salles de création artistique, c'est un lieu magique. Et je crois qu'il n'y a pas d'équivalent au Portugal, par exemple. Si? Pas que je connais, parce que en effet, c'est des résidences pour des étudiants artistes et aussi sportifs. Il faut faire son dossier pour y entrer. Non, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. C'est vraiment une institution qui est grande, qui a été créée parce qu'il y avait un manque de lieux pour se loger quand on est étudiant à Paris. Et c'était aussi, après la guerre mondiale, C'est ça. un lieu de rencontre. Donc, Fraternité de paix, oui, d'échange. fraternité de paix. Donc je pense que c'était vraiment nommé pour un prix Nobel de la paix. Donc l'institution c'était On y a fait plusieurs Frantuguemag, et notamment moi j'avais fait le Frantuguemag pour montrer a calçada portuguesa, porque aqui em Paris temos uma calçada portuguesa na Casa de Portugal, et aussi pour suivre l'exposition sur les Juifs du Portugal, Oui. Qui était présente à la Maison du Portugal. Donc voilà. Et du coup, donc tu arrives en France, tu t'installes là, et comment est née l'idée du documentaire Lá Embaixo? L'idée de documentaire vient un peu aussi de cette première expérience à la Maison du Portugal, qui est un lieu qui rejoint beaucoup d'événements liés à la culture, mais à tout ce qui est portugais, même la politique. Il y a plein de choses qui s'y passent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'associations portugaises en France. Ça, je ne le savais pas. Je crois qu'à un moment, il y en avait pas loin de 1000. J'avais lu les chiffres, je crois avoir lu des chiffres dans le Luso Journal. Je crois qu'il y avait pas loin de 1000 associations portugaises réparties dans toute la France, dans on va dire l'âge d'or des associations portugaises, années 80, 90. Et dans toutes ces associations avec des buts très différents, je me suis rendu compte que quelques-unes avaient du folklore dedans. Ce qui m'a beaucoup surpris, parce que je ne savais pas que la communauté portugaise hors Portugal, donc dans le monde, avait amené avec soi cette volonté de chanter, de se mettre en costume, de danser, de partager sa culture, sa langue, à travers de quelque chose de très artistique et traditionnel. Donc la musique traditionnelle... Et de montrer les couleurs aussi, parce que moi j'en ai fait. Moi j'ai fait partie de l'association portugaise au Benfica da Cherche, qui est né dans la fin des années 60, début 70. Mon père était un des membres fondateurs. Alors bien sûr, la première chose, ça a été le football, Benfica da Cherche, mais très vite, chegou au folklore. Et moi, c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière artistique, avec le chapeau noir, la chemise blanche, o colete preto, donc le petit gilet noir, as calças pretas, o cinto vermelho à volta de barriga, do cinto, et les petites chaussures noires, et on dansait. Et on portait les drapeaux du Portugal, les drapeaux de la région d'où on venait. Zona do Norte, Amarante, que j'aime ma ville d'Acher où j'ai grandi avec Amarante, parce qu'il y a une grosse communauté d'Amarante. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça représentait, et on portait les couleurs fières. Quand on faisait les défilés, il y avait les musiciens qui arrivaient avec les instruments, mais devant, il y avait aussi les porte-étendards, l'étendard de l'association, et a bandeira de Portugal. Exactement, donc c'est plein de symboles, de règles aussi. Et ça me... un peu, j'ai eu la curiosité de comprendre pourquoi, donc en étant en France, donc
ayant eu un chemin d'immigration en étant déjà une deuxième, troisième et maintenant même quatrième génération, on avait ce besoin d'en faire partir, d'une association, d'une communauté, de se lier à des choses tellement traditionnelles. Pour moi, ça... Alors qu'au Portugal, c'était un peu en perte de vitesse. Oui, moi je l'ai toujours connu. Je suis jamais fait partie d'une association où danser comme ça. Je dansais à l'école primaire parce que ma professeure, elle était très traditionnelle. Et donc, je portais le petit costume quand j'étais très petite et je dansais à l'école primaire comme tout le monde. Mais je regardais ces présentations au Portugal. Aussi, j'ai fait partie pendant 18 ans je pense qu'en français, on dit une fanfare, uma banda filarmónica. Oui, mais c'est pas tout à fait enfin, non, je suis pas spécialiste, mais je vois. Mais c'est banda filarmónica. Ce qui fait que pendant mes étés, je passais mes étés en temps de tourner vers, principalement au nord de Portugal, mais un peu partout dans le pays. Moi, je jouais la flûte traversière, mais il y avait des groupes folkloriques partout dans ces fêtes traditionnelles, les festas de verão. Ah, les fêtes de verão, bah oui. Là, on n'y échappait pas. Et durant le verão, je crois que c'est aussi à Guimarães, il y a au Festival international des danses folkloriques, oui, avec des danseurs et chanteurs folkloriques qui viennent du monde entier, des pays de l'Est, de partout, et de Bretagne aussi. Oui. Je salue tous les amis bretons qui nous regardent, parce que du coup, bah, moi, par exemple, ma famille, c'était par le biais de ma sœur, s'est mariée et vit avec un breton, et les parents de mon beau-frère, que j'adore, bah, quand on fait les mariages, quand on faisait les fêtes, bah, ils dansaient aussi. Et du coup, on mélangeait la danse folklorique malian avec... Attends, c'est quoi déjà je sais plus comment ça s'appelle en breton. Mais pareil avec les costumes, tout ça. Et eux aussi, pour les fêtes de famille, ils mettaient les costumes. Et du coup, bah voilà, il y avait cette rencontre. Il y avait aussi en France, mais aussi là-bas, je le vois maintenant à Guimarães avec le festival, ces rencontres qui sont de plus en plus... Enfin, qui redeviennent de plus en plus importantes. Donc, tout ce qui est musique traditionnelle m'a toujours intéressée. Tout mon travail artistique, il est sur les liaisons des personnes à des lieux, à travers leurs racines, les traditions, la transmission, la famille aussi, la nourriture. Donc ça, c'était toujours très présent dans mon travail, tant en peinture qu'en un film documentaire. Et là, je suis arrivée ici, un peu sans projet, et j'ai rencontré tout ça ici, encore avec un peu plus de force, parce qu'il y a un peu... J'ai senti un peu que les personnes avaient une idée qu'ils devaient défendre quelque chose, montrer quelque chose, honorer les ancêtres. Ce sont des expressions que j'entendais tout le temps. Et j'ai voulu savoir plus. Donc l'idée de faire un documentaire, c'était la première. Et après, ça m'a un peu menée aussi à essayer de faire parce que l'université me manquait, j'avais fini mon master, de faire un doctorat ici sur le même sujet. Sur ce sujet, justement, il y a Maria Armanda Moreira Lopes qui nous dit em Faf também tem o Festival Folklore Internacional todos os anos no mês de agosto. Et c'est vrai que, bah, du coup, moi, comme j'ai été joué déjà à Talence, où j'aurai le plaisir d'y retourner, bah, là-bas aussi, il y a plein d'associations portugaises qui sont présentes. Il y a notamment Sol de Portugal, qui était venu voir le spectacle, qui organise tout plein d'événements tout au long de l'année. Je sais que cette année, bah, le marché portugais de Senon va réouvrir. On n'est pas loin, Senon, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et c'est un des grands événements du sud de la France au niveau portugais. Il avait fermé pendant 2-3 ans pendant le Covid, et là, bah voilà, ça va être reparti. Et c'est les moments aussi, bah, les associations, tous les Portugais, les communautés de villes, parfois de régions lointaines, sont invités, échangent. Et la particularité, il y a toujours eu beaucoup de tournois de foot, tout ça, mais le folklore, encore plus, il y a ces échanges. Les gens se déplaçaient, et dans le sud, bah, j'ai découvert aussi. J'en profite pour faire un bisou à Sol de Portugal. Toi, tu vois tout ça, du coup, aussi, toute cette communauté qui est là, qui vit au travers des associations. Tout à fait. Bah, la fête de la morue est réservée qu'aux associations. Les exposants, ceux qui viennent créer la fête de la morue, est réservée qu'aux associations. Alors, pas que les associations portugaises, mais à Bègle beaucoup. Et ça réunit quand même, sur 2 jours, ils font 70 000 personnes sur 2 jours. Et c'est les associations... Stade de France. C'est les associations qui ont créé, qui font vivre cette fête. Voilà. On fait un gros coucou
au Sol de Portugal aussi. Alors justement, moi, en regardant, en faisant les recherches, j'avoue que j'ai pas encore regardé, moi, le documentaire. Puisque le documentaire, dans sa première phase, tu vas nous raconter ça, il y a eu l'écriture, le tournage, la réalisation, le montage, la première diffusion qui est, on va dire, presse et festival, puisque moi, du coup, c'est comme ça qu'on s'était déjà rencontrés auparavant, mais il y a quelque temps, j'ai découvert que, voilà, grâce à un artiste du Luso Journal, que tu avais remporté le prix, et en plus, tu les as amenés. Donc, en effet, il y en a deux, parce que ce prix que j'ai eu le week-end dernier à Édimbourg, ça fait partie vraiment d'une communauté de prix dans le monde. Et j'ai été nommée pour 2 prix là, c'était le World International Film Awards. Tu peux le redire ? Avec l'accent. Mais tu parles trop bien anglais. Moi, je les avais notés aussi en anglais, mais on va dire que c'est toi qui les dis. World International Independent Awards. Et là, j'étais nommée parce que j'avais gagné un autre prix, le prix de meilleur documentaire de long métrage en langue étrangère. Donc, vu que le documentaire il est parlé en portugais et en français, majoritairement en portugais, mais avec beaucoup de français aussi, et des mélanges que nous faisons tous quand nous partageons plusieurs langues. Et c'est ce prix-là qui a fait que j'ai eu, avec 4 autres nominations, qui a fait que j'ai été nommée... pour participer au festival d'Édimbourg. Parce que le premier prix à Nice, c'était en mai l'année dernière, et c'était pour le meilleur documentaire. C'est ça qui m'a amenée à avoir le prix de meilleure réalisatrice de documentaire long métrage en langue étrangère. Tu peux nous les montrer ? Oui. On va faire un grand bravo. Vous aussi, vous pouvez faire un grand bravo, emmener des grands bravos, mais voilà, c'est génial. Moi, je trouve, tu arrives en France en 2015, tu poursuis ta passion, tu trouves un sujet qui te parle, qui t'intéresse, qui t'interroge, tu fais un long travail, parce que ça, maintenant, on va parler de cette phase-là. La conception, le temps, je voudrais bien que tu développes le temps que ça a mis vraiment, en sachant qu'au milieu de tout ça, il y a eu le Covid. Exactement. Comme pour la plupart des artistes, le Covid a mis beaucoup de choses en suspens, mais du coup, ça a été, voilà, regarde, les gens applaudissent et je pense que c'est mérité. Donc là, c'est celui Vas-y, rapproche-toi un peu. Donc, Festival de Nice. Nice International Film Festival de 2022. Et il y a là, écrit winner dessus. Je le touche pas parce que c'est pas moi qui l'ai gagné. Et les prix, il y a que les gens qui gagnent qui peuvent les toucher et qui les remettent. Non, vraiment. Et c'est vraiment donc Best Foreign Language Documentary, donc meilleur documentaire en langue étrangère. Et c'est un peu ce prix qui a amené à celui-ci. Parce que du coup, celui-ci t'a permis d'être sélectionné pour Édimbourg. Exactement. Édimbourg en Écosse. Oui. Donc voilà. Tu as traversé la Manche. Oui, j'ai traversé la Manche en avion. Et là, c'est World International Cinema Awards. Donc, il y avait des nommés de toutes les autres festivals de villes, donc Nice, Londres, Édimbourg, il y a même Paris. Il y a un festival à Paris aussi. Et là, donc c'était pour meilleure réalisatrice. Meilleure réalisatrice, bravo. Vas-y, montre-les un peu plus par là. Tada. Ils sont voilà. lourds. On profitera. Approche-toi, Edouard. On profitera pour faire la photo finale comme ça, pour mettre en émission. Mais voilà, moi je trouve que c'est génial, c'est pris, c'est en plus avec ton histoire, c'est-à-dire voilà, arrivé en 2015, tu as la force, l'énergie, la pensée de poursuivre ta passion et le projet. Ouais, ils sont lourds. J'y touche pas parce que voilà. Moi aussi, comme voilà, je trouve que voilà, il y a que les personnes qui gagnent les prix qui peuvent les toucher. Et moi, je trouve que c'est génial. Et en plus, le sujet que tu as choisi, moi, me parle beaucoup par rapport à ce que je t'ai dit, ce dont on a parlé, ce dont on parle à chaque fois, parce que souvent, quand je vais jouer à travers toute la France, très vite, je suis contacté maintenant par les associations. Est-ce que on peut venir? Est-ce qu'on peut... Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de plus en plus de dates que je fais, de plus en plus d'associations qui sont quasiment disséminées partout. Et cette base, c'est le folklore. Les gens n'arrêtent pas d'applaudir. C'est mérité. Alors, j'ai tout noté dans la description, les noms de Isabelle, de Édouard. Vous pourrez après aller sur leur page
respectives, mettre des commentaires, leur envoyer tout plein de messages d'amour et poser plein de questions. Vous pouvez en poser là aussi si vous avez des questions. J'en ai fait passer quelques-unes. Je sais plus qui a écrit, mais c'est ce à quoi je voulais venir, c'est au total, entre l'idée et on va dire les premières présentations, c'est-à-dire le tout premier festival ou je sais pas, la première présentation en tout cas, combien de temps? Beaucoup de temps. Donc, entre avoir l'idée vers 2018, je pense, même un peu avant, rencontrer... 2018 l'idée. 2017, c'est un peu au moment que je suis entrée aussi en doctorat avec la même idée. Après, il faut vraiment un temps de rencontrer des personnes qui pourraient être intéressées par le film, des associations qui acceptaient. Je fais des questions au fur et à mesure. Oui. Dès le début, tu as travaillé seul ou déjà avec une équipe? C'est-à-dire écriture, commencer à prendre des images, ça veut dire caméra, son. Combien de personnes? Toi toute seule ou déjà avec quelques personnes? Donc je suis tout ça. Donc je fais tout ça tout seul depuis. Production, écriture, autoprod, tout. Absolument tout, et maintenant diffusion et distribution. Donc. Non, mais c'est ce qu'on dit. Quand on est artiste, il faut quasiment savoir tout faire. Oui, donc j'aimerais bien commencer à travailler avec des équipes, mais pour moi c'est une question vraiment éthique. Après avoir fait les écoles d'art où on travaille tous dans les projets les uns des autres, j'étais comédienne dans des films de mes collègues, j'avais des collègues qui m'aidaient dans d'autres productions, mais je me suis dit à partir du moment où je suis adulte, grande, j'ai ma propre carrière, si je fais quelqu'un travailler pour moi, je le paye. Et vu qu'il n'y avait pas d'argent pour ce projet, je me suis dit, si je ne peux pas payer quelqu'un, je vais utiliser la personne que je suis en tant que travailleur. Donc c'est quelque chose d'un peu personnel, parce que dans le milieu, tout le monde travaille dans des choses des uns des autres. Mais vu que le projet il est très spécifique, je ne pouvais pas garantir qu'à la fin, il y aurait aussi de l'argent distribué aux gens. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais la production de documentaires, déjà les films, c'est pas simple, mais les documentaires, il y a aussi moins d'argent que pour le cinéma, que pour les films. Donc c'est un milieu qui est encore pas aléatoire, mais c'est parce que voilà, tu montres aussi qu'on peut réussir dedans, mais c'est un milieu où il y a en tout cas moins de sous, moins de budget. Oui, et je peux dire que le folklore portugais en France, c'est pas exactement universel. C'est pas non plus le sujet que tout le monde court derrière. Ah, il faut en faire un. Exactement. Donc, quand je parle de chercher les personnes, c'est vraiment les groupes. Donc, les personnes à filmer. Parce que je suis arrivée en 2015, donc j'avais pas énormément de contacts. Après, même si je suis portugaise, si j'ai une liaison très grande, principalement à la chanson traditionnelle, je chante aussi un petit peu. Je ne fais pas partie d'un groupe folklorique. Donc, il a fallu qu'il m'accepte aussi et accepte le défi d'avoir quelqu'un avec une petite caméra, la meilleure que je pouvais me payer, le son que je gérais tout seul aussi avec mes casques. J'arrivais en transport public avec. T'avais pas le matériel, t'as tout investi, t'as tout acheté? J'en avais déjà pour d'autres projets, mais oui, mais j'ai toujours tout investi. C'est ça, je travaille dans d'autres choses aussi qui me permettent de faire des projets et d'autres projets qui gagnent un peu de vie et qui me permettent de, après, investir en moi-même, en mes projets. Donc c'est un peu comme ça, mais j'ai des autres travails comme tout le monde. J'ai fait des visites guidées à Paris, maintenant beaucoup moins, mais je l'ai fait beaucoup pour soutenir ce projet. J'enseigne à l'université Paris-Nanterre, donc tout ça sert bien sûr à vivre, mais aussi à faire vivre mes projets. En effet, pour mon master, mon premier film, mon premier documentaire, j'ai mis vraiment dans la partie production et financement le nom de mes parents. Parce que c'est vrai, c'est eux qui m'ont aidé à payer mon master et à faire le film. C'était le seul argent disponible. Donc je pense que c'était la vérité. Et là pour celui-ci, il fallait gagner la confiance aussi des gens. Donc je présentais le projet, je suis allée à des répétitions, prendre un café avec quelqu'un qui faisait partie d'un groupe folklorique. Et après,
je les ai choisis, mais j'ai été choisie aussi moi-même par eux pour entrer dans cette aventure. Combien d'associations alors ont participé au documentaire? 3 associations plus 2 invités spéciales. Le nom des associations, c'est lesquelles? Donc, Et dans quelle région, quelle ville? donc c'est toujours dans la région parisienne. Donc on a a Juventude Portuguesa de Paris 7, ARCOP de Nanterre et Groupe Folclórico e Etnográfico Povo de Nóbrega em Créteil. Mais là, le nom, il est gigantesque. J'espère l'avoir bien dit. Et après, avec 2 invités spéciales, donc Virginie Villaverde, qui est plutôt dans le nord et qui a aussi une association et a des pages de Trajar do Povo. Donc un peu pour la partie un peu plus ethnographique de recherche, je suis allée la rencontrer dans le nord et ça c'est dans le film, et aussi Fernando Rey, c'est la seule partie du film qui est au Portugal. Il y a une partie du film au Portugal. Oui, une toute petite partie, plutôt quand on parle beaucoup des trajes, donc des costumes traditionnels. Lui, il est tecelão, donc il fait de la... Je sais pas le dire en français maintenant. Tisserand? Je ne sais pas, il a un métier à tisser? Oui. Pour faire... faire les tissus traditionnels. Donc je suis allée chez lui... avec toutes ces machines dans la région de Minho, et je l'ai rencontré. Il travaille beaucoup non seulement avec des associations à l'international. Il est spécialisé dans la création de costumes traditionnels. Oui, avec vraiment des laines naturelles, tout ça très 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 naturel, très bien fait. Il travaille pendant des heures, c'était magnifique de lui rencontrer. Son entreprise s'appelle Teart, et il a travaillé avec des marques françaises de haute couture et tout. Donc il travaille avec des associations qui sont ici, des groupes au Portugal et d'autres choses. Donc là, ces 2 invités spéciaux, c'était un peu pour faire gagner un peu plus de la richesse et l'atmosphère. Le chemin est entre les costumes va vraiment au bout de la tradition puisqu'ils sont faits là-bas. Mm-hmm. Ils font le trajet qu'ont fait tous ces immigrés, oui. Nos parents au départ, et pour arriver à être portés. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, nous, je me souviens que pour un cher, ça avait été la même chose. Des pantalons noirs, on aurait pu en acheter ici. Des gilets noirs, on aurait pu en acheter ici. Moi, je me souviens, j'avais donc... moi, j'ai pas fait longtemps la danse, parce qu'après, dès que j'ai eu l'âge, tout de suite, ça s'est joué à quelques mois, j'étais faire du foot. Mais les costumes... Malgré qu'on pouvait tout... Il n'y a que les chaussures qui étaient achetées ici et les chaussettes. Mais sinon, vinha tudo lá. As camisas, les chemises blanches, on en trouve aussi partout. Mais non, vinha tudo de là. Et c'était important que ça vienne de là-bas. Oui. Dans le film, j'ai découvert que après, chaque groupe, il a ses propres préoccupations plus vers un côté ou vers l'autre. Et j'ai essayé de choisir 3 groupes qui soient différents, même si 2 d'entre eux représentent Ponta da Barca, tous les 2, mais de 2 façons très différentes. Après, une autre, c'est plutôt Viana. Mais parce qu'il y avait vraiment des choses différentes dans l'histoire du groupe que pour moi pouvaient après donner une idée un peu plus universelle de ce qui se passe, non pas seulement dans ces 3 associations, mais dans les autres, pour que les gens après universellement puissent se retrouver dans le film, se retrouver dans ces personnes qui nous parlent et dans ces associations. Donc il y a une qui a Groupe Folclórico e Etnográfico Povo de Nóbrega em Créteil, pour laquelle j'ai compris... On va mettre après toutes les références. Oui. Parce qu'en plus, ils ont des pages Facebook, tout ça sera l'occasion d'aller les voir. Bien sûr, et je vous conseille pour tous les groupes. J'ai un peu découvert aussi... il y a un autre invité spécial que j'ai pas oublié parce qu'il faisait à l'époque aussi un peu partie de ce groupe spécifiquement. C'est Encanto de Levala Perret, je pense. Mais c'est Encanto de Levala Perret. Oui, avec Sophie Costa. Qui chante au début et à la fin du film, donc il nous ouvre et ferme le film avec des chansons polyphoniques chantées a cappella dans les rues de Paris. Donc vraiment, c'est une espèce... Ne nous dis pas tout, parce que... Non, c'est pas tout. Il y a 2 heures. Avec déjà tout ce que tu dis... Alors, du coup, voilà, l'idée, après la rencontre avec les groupes, le tournage et le montage, combien de temps ?
Donc j'ai commencé à filmer. Donc après avoir l'idée, fin 2017, rencontrer les gens, trouver. Qui soient d'accord, voilà. Oui. Parce que voilà, on rentre quelque part dans l'intimité quand même. Vraiment gens. dans l'intimité des gens. À la fin, je filmais déjà chez eux. Donc vraiment dans l'intimité. Pas au début. Au début, c'était plutôt répétition, festival, tout ça. Mais j'ai commencé à filmer en janvier 2019. D'accord. Et j'ai passé toute l'année à filmer avec toute les trois l'année groupes. 2019. Combien d'heures de tournage? Combien d'heures de rush? C'est très difficile à dire exactement, mais je pense entre 350-400 heures de tournage. Je pose la question là-dessus parce que moi, en 2019, j'ai lancé un documentaire avec la tournée. J'irai jouer au Portugal. Chez vous, je devais faire un documentaire. Je me suis laissé entraîner par... j'ai trop filmé. Je me suis retrouvé avec plus de 1000 heures de rush. Et c'est que maintenant que je commence à dérocher pour finaliser mon projet. C'est ça. Les gens ne se rendent pas forcément compte aussi, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus, mais dans tout ce qu'on filme, il y a déjà la préparation du tournage qui est longue, mais après tourner en soi-même et se retrouver avec, tu m'as dit combien d'heures toi? Près de 400 je pense. Waouh, enfin dérocher 400 heures, c'est énorme. C'est important. C'est énorme. Mais parce que je le faisais, donc j'ai commencé comme on commence quand on voit le film. Donc c'était en me plongeant dans ce monde comme si je savais absolument rien. Et je savais près de absolument rien. Vraiment. Donc d'essayer de plonger dans ce monde et vraiment apprendre. Apprendre les gestes, apprendre tout ça. Pourquoi? Quand on fait un documentaire tout seul, et moi vraiment je ne fais pas de scènes spécifiques et je demande jamais à personne de répéter quelque chose. C'est à moi de trouver le bon moment et d'allumer la caméra et le son et tout ça avant que le moment se passe. Donc le début c'était vraiment d'apprendre comment les choses pensent, apprendre à vraiment anticiper. En immersion. Et là, c'était plutôt les week-ends, le soir, c'est aussi quand tout ça se passe. Après, un peu plus en été, des interviews un peu plus profondes, les voyages et tout ça. Mais vraiment, j'avais pas une idée d'heure précise à filmer. Mais au début, je filmais un peu plus et après j'ai appris un peu à anticiper ces moments, donc je pouvais filmer moins à chaque fois que j'y allais, mais les moments que je savais maintenant avec une idée de tout ce que j'avais filmé avant, de qu'est-ce que je voulais ou je pouvais rencontrer. Vous savez, après les interviews je les fais d'une façon très libre, donc je pose des questions le moins spécifique possible, donc c'est juste pour les faire commencer à parler et je leur laisse y aller parce que c'est là qu'il y a les pépites et les histoires et tout ça, quand les gens se sentent à l'aise. Donc c'est à tout 2019. Tout 2019. Et après, dernière partie qui est peut-être le montage. Oui, je me suis mis pendant la pandémie. Donc je pensais le faire, mais là je suis arrivée à un moment, comme tout le monde, où j'étais enfermée chez moi. Vraiment, à l'époque, je faisais beaucoup de visites guidées, donc d'un moment à l'autre, j'avais plus de travail. C'était un peu compliqué, comme pour beaucoup de personnes. Et je me suis dit, là, je vais faire ce que je sais faire. Donc, je vais m'y mettre. J'avais déjà essayé à faire une organisation pendant que je filmais, après garder les choses dans des fichiers plus ou moins organisés par thème et tout ça. Et après j'ai décidé que c'était le moment et j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à regarder ce que j'avais fait. Moi je travaille beaucoup aussi parce que je fais pas une écriture de scénario avant pour les documentaires, vu que je suis plutôt sur l'immersion et après c'est à l'édition, au montage que je crée l'histoire. C'était un peu difficile pour ce film vu que c'était tellement grand de comment je vais m'y mettre, et la façon que j'ai trouvée pour m'aider c'était les mois de l'année. Vu que j'ai filmé entre janvier et novembre, je me suis dit ok, je vais commencer par faire par petits bouts. Donc j'ai janvier, février. C'est pas tous les mois, mais après il y a une organisation différente et des choses qui rentrent et rentrent pas, et ça commence à avoir des thèmes entre des mois, mais au début c'était je vais prendre
Au comme rythme ça, des saisons. au rythme des saisons. Parce que c'est vrai que aussi, ce qui se passe avec les festivals et les groupes de folklore, c'est que en hiver, on danse en intérieur, et plus les beaux jours approchent, et plus, je me souviens quand j'ai été joué à Strasbourg, et les groupes folkloriques étaient venus aussi. Ce jour-là, il y avait une grande manifestation tout au long d'un week-end, et ils dansaient dehors, sous le beau soleil de Strasbourg. Oui, même si pour les associations portugaises en France, c'est un peu plus compliqué le dehors. Je trouve que même, en plus, en été, la plupart des gens vont passer leurs vacances au Portugal. Donc, c'est une partie de l'année où, en France, le folklore existe un peu moins. Et j'étais frappée aussi par l'architecture. L'architecture des lieux où tout se passe. Donc, les répétitions, les festivals, tout ça. Tout est un peu caché. Tout est un peu intérieur. Même si c'est ouvert à tout le monde, l'architecture, c'est dans une cave, dans un lieu un peu loin. Moi, j'ai tout fait en transport public, donc je vous dis que j'ai beaucoup marché à pied après la dernière station de... Moi, je pense que c'est lié aussi à ça. géographie. Ça fait partie de l'esprit, c'est-à-dire, autant après, quand on dansait, on aimait aussi, et on se montre aux gens, et on partage ce moment. Os ensaios, pour ceux qui vont commencer à venir voir le prochain spectacle, les prochaines représentations, ils vont comprendre un peu, mais c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé la thématique de ton documentaire. J'ai commencé moi-même à prendre quelques cours de folklore. Parce que ça va faire partie du prochain spectacle. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intime. On protège. Moi, j'avais pas redansé depuis 20 ans, même plus, 25 ans. Et donc, j'ai demandé à des associations, est-ce que je peux venir à telle date? Et c'est vrai que c'est comme un cocon. Quand on y arrive, les gens se connaissent, il y a des codes, et ils m'ont accueilli, ils étaient très contents, mais il y a comme une distance, le temps de se connaître, parce que je pense que, c'est intime. La danse folklorique et tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y dit, on verra avec le documentaire, je pense que tu vas nous le faire découvrir vu tout ce que tu dis, mais moi je reste persuadé qu'il y a un côté de l'intime. Avant de le montrer, il y a quelque chose qu'on vit d'abord entre eux, des partages, des échanges. Moi je me souviens, c'était aussi les premiers bisous. Il y a des choses romantiques qui se passent aussi dans les associations. Il y a des gens qui se rencontrent, tout ça. Il y a donc quelque chose que protéger. C'est comme si on protégeait, j'ai l'impression peut-être, un petit bout du Portugal, en nous, ici, avant de le montrer aux autres. Je ne sais pas si c'est un petit bout de Portugal, parce que pour moi, qui vient de là-bas, c'est une autre chose ce que j'ai trouvé ici. C'est ni la France, dans ces endroits, dans ces moments, c'est ni la France ni le Portugal, ni le Portugal qu'on peut aller visiter. C'est un monde créé par ces personnes-là. J'ai hâte de voir le documentaire. Alors du coup, justement, le montage, tout ça, et les premiers festivals. À partir de quand? Après le Covid, donc j'imagine? Après le Covid, donc le montage, ça a pris 1 an aussi. Des mois de travail intensif, mais après, avec tout ça, je fais aussi mes propres sous-titres. Et donc le film est parlé en 2 langues, et au moins l'anglais, il faudrait l'ajouter pour que le film puisse avoir une vie internationale. Il a déjà été présenté aux États-Unis? Aux États-Unis en novembre l'année dernière. Je suis en conversation pour voir si je peux l'élargir aux États-Unis aussi. Il y a des gens du Canada qui nous regardent beaucoup aussi sur le Frantugamag, donc ça peut être l'occasion aussi. Désolée, qu'est-ce que... et du coup, les premières présentations, vraiment officielles. Les premières personnes l'ont vu à partir de quand tu l'as... ça se passe dans les festivals en premier. Parce que pour qu'un documentaire ait une vie commerciale et de prix et de festival, il ne faut pas qu'il soit montré au public. Exactement. C'est pour ça qu'il n'est pas en ligne. J'ai beaucoup de messages des gens qui me demandent s'ils peuvent voir le documentaire. C'est un peu compliqué parce qu'il faut... Adé, elle a hâte de le découvrir, mais tout ce que tu dis, c'est les commentaires des gens. Mais il faut patienter un petit peu. Pourquoi? Après finir le documentaire, j'ai eu la chance à partir de l'association Agrafre, ici en France, de demander un petit financement à la DGACCP pour la distribution. Et c'est là que j'ai eu
un petit peu d'aide, donc j'ai pu payer quelqu'un pour m'aider à inscrire le film au Portugal chez ICA, donc l'Institut du cinéma. Donc il est vraiment un film portugais qui est inscrit au Portugal. Aussi, j'ai pu vraiment envoyer le film dans des festivals. Parce que là aussi, il faut investir pour qu'il puisse avoir une chance aussi d'être choisi. Et j'ai eu un peu d'aide pour ça. Et j'avais préparé la première à Paris, dans le cinéma Médicis, en 2021. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était entre deux confinements. Ouais. Que je ne savais pas que le deuxième il allait se passer. Donc, il y a eu une petite présentation en ligne avec aussi avec Cap Magellan qui m'avait aidé à toute mettre l'équipe, en place, Cap Magellan qui soutient aussi beaucoup de projets, leur fait des coucous. Oui, mais après, vraiment, la présentation, elle n'a pas eu lieu à Paris parce que tous les cinémas étaient fermés encore une fois. Et là, ça m'a pris un peu plus d'énergie pour revenir. Et maintenant, j'ai laissé passer un peu le temps des festivals. Et ça a eu ses premières dans des festivals. Les États-Unis, ça marche, ça bouge un petit peu. Mais maintenant, ce que je cherche vraiment, c'est à le montrer partout. Vraiment, les gens ont hâte de voir. Moi, j'ai hâte de le partager. Et, parce que du coup, rendez-vous compte, ça fait 2017-2018 l'idée. 2019 tournage, montage on va dire 2019-2020, Covid. Oui. Au revoir Covid maintenant. Normalement lancement en 2021, il faut encore attendre un peu. Et c'est vraiment là maintenant 2022, donc vu tout ce que tu nous as dit, l'année des festivals, l'année des prix aussi, parabéns, mais je m'avais. Et on va dire que maintenant le public ça va être là 2023. C'est ça. Donc en gros 18, 19, 20, 21, 22, 23, voilà. Pour arriver à un documentaire de 2 heures, combien ? 2h15. 2h15, entre l'idée, et encore une fois, c'est là où moi, je félicite, parce que avec mon premier spectacle, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout mis de ma poche. On prend beaucoup de risques, c'est ce que tu as fait. Ouais. Et tu n'as pas lâché, mais pour 6 ans de travail, maintenant, voilà, pour que le public le voie, il y a eu 6 ans de travail. 6 ans de préparation, 6 ans d'investissement. Alors, de tout mon cœur, muitos parabéns. Et vous ici, il y a déjà plein de gens qui ont mis des commentaires. J'ai vu passer qu'il faut contacter cette ville, il faut contacter ceci, cela. Je t'invite après. Voilà. Je t'invite après à aller regarder l'émission. Il y aura aussi les replays. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder un replay. Tout plein de gens qui peuvent donner des informations sur des associations, des contacts dans les mairies, des contacts dans les cinémas des villes. Parce qu'il y a encore plusieurs villes qui gèrent leur cinéma. Par le biais d'associations, de services culturels ou des théâtres qui font des projections aussi. Voilà, maintenant c'est le moment de se mobiliser, de mettre en route les réseaux, les connaissances, l'amitié, pour qu'on puisse voir, même moi, je l'ai pas vu ce documentaire, et on en avait déjà parlé au téléphone rapidement, mais voilà, j'ai fait mes recherches de mon côté, et maintenant avec tout ce que tu as dit, moi j'ai encore plus envie de le voir. Et du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page, je vais faire les identifications tout à l'heure de Anne-Isabelle, et puis qui sait, on va peut-être le retrouver à Talence, à Bordeaux. Ça serait Qu'est-ce que t'en penses, Edouard ? Parce que dans ton théâtre, ce qui est bien, c'est que non seulement on peut venir jouer, mais il y a aussi un grand écran, il y a un grand vidéoprojecteur, n'est-ce pas ? Tout à fait, on a déjà fait des projections, donc ça serait un vrai plaisir. J'ai appris plein de choses et ça m'a vraiment donné envie. C'est intéressant, donc ça, ouais. Et moi, je pense que, 9 et 10 juin, moi, je vais jouer là-bas. Ouais, ça serait pas mal. On va essayer de se caler ça, mais ça serait pas mal le samedi après-midi de faire ça. Voilà, c'est le moment. Ouais. Et en plus, la salle est très bien. Les fauteuils sont très très bien, on est très bien installés. Et il y a un bar pour prendre un verre. Tout à fait. Voilà, donc ça veut dire que en négociant un peu, on peut avoir des superbocs. Oui, pourquoi pas. En négociant un peu. Oui, tout est possible. C'est le 10 juin, après tout. Le 10 juin, je serai à Talence pour jouer, et après, si ça se fait à ces moments-là, voilà. Le but du Frantuguais Mike, c'est ça, c'est aussi de mettre en avant des artistes, mais pas que des artistes. La semaine dernière, on était avec la première professeure de portugais en France qui a ouvert un cours de portugais. Ouais. Et voilà, des fois c'est avec des journalistes. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir une grande artiste.
un serviteur du spectacle aussi, parce que être directeur de programmation, travailler sur la régie, mettre en lumière les autres, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est aussi un métier qui nécessite plein de qualités artistiques. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire aussi un peu comment ça se passe? L'ATN, c'est une programmation toute l'année avec plein d'artistes qui viennent d'un peu partout. Voilà. Plein d'artistes, beaucoup d'humoristes qui viennent un peu partout de France. Rapproche-toi. Qui viennent un peu partout en France. Ah non, tu restes là. Et donc il faut aller voir sur le site. On a plein d'humoristes, assez dans tout style d'humour. Voilà. Et moi, je serai les 9 et 10 juin. Tout à fait. Voilà. Et les 9 et 10 juin, Dia de Portugal. 15 jours avant, il y a le grand marché de Sénon. Le plus grand marché portugais du sud de la France. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à communiquer les infos pour que maintenant ce film il ait une vie auprès du public, et je suis persuadé, vu tout ce que tu as dit et qu'on a entendu, on en profite aussi pour saluer Didier Forêt de Toulouse, où je serai une semaine avant Talence, et même là-bas il y a plein d'associations, il y a plein de gens à Toulouse, il y a plein de choses à faire. Beijing à la petite comédie de Toulouse. Et donc voilà, c'est le moment aussi peut-être maintenant de vous aussi d'avoir votre part, et pour que ce documentaire que moi personnellement j'ai très envie de voir ait du succès, rencontre du succès et se diffuse le plus vite possible, parce que 2023 ça va être son année. Je compte sur vous pour mettre tout plein de mots, tout plein de contacts, en parler aux gens, et pour qu'ils soient diffusés, et que toutes les associations en parlent, se le relaient, parce qu'aujourd'hui, le truc qui est bien aussi, c'est que, avec un bon vidéoprojecteur, un écran, comme c'est le cas à l'ATN, à Talence, on peut se déplacer, tu peux te déplacer et faire partager le film, et en plus, peut-être aussi aller à la rencontre des gens, des associations, et avoir des débats, des rencontres sur ce que tu nous as raconté là, en reparler avec les gens, répondre à tout plein de questions. Parce que 6 ans de boulot, encore une fois, j'insiste là-dessus, 6 ans de travail pour recevoir des prix mérités. Mais voilà, c'est la vie de plein d'artistes, de réalisateurs de documentaires, encore plus, c'est très long. E mais uma vez, então, muitos parabéns. E obrigado por ter aceitado o meu convite, Isabelle. Obrigada eu pelo convite. Et maintenant, c'est toi qui vas faire gagner un tote bag. Et toi aussi, Edouard, tu vas faire gagner un tote bag. Allez, c'est l'heure du concours. Est-ce qu'on a débordé aujourd'hui? Il est déjà 56, on a débordé. Alors, le tote bag avec le gagnant, il est là. Je vous rappelle la question de mardi. La question de mardi, c'était: comment s'appelle cette guitare que je tiens dans mes mains? C'était une photo tirée de la vidéo sur le fado que j'avais fait, qui expliquait le fado. C'était bien entendu uma guitare portugaise. Et donc, il y a eu plein de gagnants. Ils sont tous là-dedans. Donc, Isabelle, tu vas tirer au sort le premier gagnant ou la première gagnante. On mélange. Vous avez été nombreux à jouer. Je vous rappelle qu'il faut liker, identifier 2 personnes et donner la bonne réponse. Et la première gagnante est Isabelle. Tu as fait gagner Maria. Acho que é Maria Magalhães. MGLHS. Voilà, hop, on le met sur mon front. Voilà, côté droit. Maria, ganhaste o teu tote bag de la marque Frantiguet. Edouard, tu fais aussi gagner quelqu'un, tu mélanges un peu. Allez, Edouard, on se retrouve très bientôt aussi en juin à Talence. Tout à fait. Et avant, pour que les gens puissent aller découvrir la programmation, vous allez aussi sur le site de Edouard et sur l'ATN. Tout à fait. La gagnante est j'oserais pas avec l'accent. Babette Ribeiro. Voilà. On montre le post-it. Donc voilà, aujourd'hui 2 gagnants. Encore un gros coucou à Didier Forêt qui était en direct avec nous aussi, de la petite comédie de Toulouse, où je serai le 3 juin. Le samedi 3 juin, il y a déjà plein de monde, donc n'hésitez pas à réserver, il reste plus beaucoup de place. Encore merci, muito obrigado Edouard d'être venu. Tu es de passage à Paris, on se retrouve bientôt dans le sud. Merci pour l'accueil et au plaisir de t'accueillir les 9 et 10 juin. Ouais, et puis rendez-vous peut-être aussi un peu avant au marché de Sénon. Tout à fait, oui, c'est à côté. Ouais, et à la fête de la morue. Oui, ça sera la même époque en fait. Mais ouais, on va manger le comer bacalhau. Il y a toutes les raisons, il y a Toulouse, le marché de Sénon, la fête de la morue. Et puis il y aura du soleil. Et voilà. Donc vous savez quoi faire en juin. Et puis, muito obrigado Isabelle. Maintenant, je sais pas s'il y a encore des festivals, mais s'il y a encore quelques festivals, je te souhaite plein de bonheur, plein de réussite. Et puis, surtout, je souhaite à toi et au film une longue vie avec plein de public. Merci beaucoup par l'accueil très chaleureux.
Podemos acabar com algumas palavras em português. Tu é que vais ter as últimas palavras. J'en profite pour dire donc, on se retrouve à Lille aussi le 10 mars. Rendez-vous mardi prochain pour la prochaine photo concours. Rendez-vous jeudi pour la prochaine chronique de JC, la 51e. Merci d'être très nombreux. Hier, c'était la 50e, 50 chroniques, 50 jeudis, 50 semaines de suite. Waouh, j'ai tenu le pari, je m'étais fixé 50. Du coup, c'était officiel, je peux vous le dire. Je prépare le livre des chroniques, les 50 premières avec 10 chroniques exclusives que je n'ai pas publiées parce que j'en étais pas... je trouvais que, voilà, il manquait quelque chose, mais que du coup, en écriture, ça passe. Donc, je vais commencer à préparer ce montage de ce livre. Donc, voilà. Et rendez-vous aussi bientôt sur scène. Toutes les dates sont dans le lien. E agora, para acabar, essas últimas palavras, foi Frantugues Mag de 1 hora. On a un peu débordé, mais pas trop. Je vais laisser as últimas palavras são para ti, Isabel. Muito obrigado e vão ser em português. Obrigada eu. Foi realmente um enorme prazer estar aqui convosco. Vão ver o espetáculo e ajudem-me a difundir o filme. Obrigado. Tchauzinho. Beijinhos. Adeus.